Les amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marques Dumbi. Si tu me découvres, bienvenue à toi et n'hésite pas de t'abonner, de laisser un like, un pouce bleu, de poser des questions sur la barre des commentaires. Je prends généralement le temps d'y répondre. Aujourd'hui, les amis, je vais vous parler d'une technique de révision qui a été particulièrement efficace pour moi. Il s'agit des flashcards. Alors, je vous explique rapidement en quoi cela consiste. Il s'agit de petites fiches comme celle-ci d'environ 5-6 cm carrés sur lesquelles je marque des questions et sur le dos desquelles j'écris les réponses. Et donc, cette technique m'a permis, moi, personnellement, de réviser de manière très efficace le jour de l'examen et pendant l'intervalle de temps qu'on nous accorde pour se ressourcer, parce que vous savez que l'examen se déroule en deux tranches, une tranche la matinée et une autre l'après-midi, et entre les deux, vous avez une petite pause d'environ 1 à 2 heures. Donc, entre-temps, je trouve que c'est assez encombrant de se balader avec des gros bouquins, des cahiers de notes pour réviser entre les épreuves. Donc, des petites fiches comme celle-ci, vraiment très efficaces. On les glisse tranquillement dans la poche et de manière très très discrète, on les sort pour jeter un petit coup d'œil. Alors, donc pour ce faire, je vais donc partager avec vous mes notes. euh, Dans ces notes, alors, j'ai des questions. Je vais poser j'ai une dizaine de questions ici. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pendant que je vais lire et proposer votre réponse avant que je donne la mienne. Donc, première question, les amis. Citez les classes thérapeutiques des médicaments antihypertenseurs et les médicaments antihypertenseurs les mieux adaptés chez la personne âgée, et ensuite les combinaisons qui sont contre-indiquées entre les classes des médicaments, bien évidemment. Donc, pour les médicaments antihypertenseurs, nous avons 5 classes thérapeutiques, notamment les inhibiteurs calciques, les IEC, les diurétiques thiazidiques, les bêta-bloquants et les ARA2. Pour la personne âgée, les médicaments indiqués sont les inhibiteurs calciques et les diurétiques thiazidiques. Enfin, les combinaisons qui sont contre-indiquées, parmi tous les médicaments antihypertenseurs, il s'agit des IEC et des ARA2. Donc, on ne peut pas prescrire pour un même patient un ARA2 et un IEC, parce que les deux ont un même mécanisme d'action. Généralement, on met les ARA2 lorsque l'IEC est mal toléré à cause d'une toux qui persiste, qui gêne le patient. Voilà, deuxième question, apprêtez-vous les amis. Quel bilan diagnostique faites-vous pour un score de probabilité clinique d'embolie pulmonaire élevé afin de confirmer le diagnostic? Bon, j'avoue que la formulation elle est pas très nette. Ce que je veux juste poser comme question, c'est quel examen paraclinique faites-vous pour confirmer le diagnostic d'une embolie pulmonaire lorsque vous avez un score de probabilité clinique qui est élevé? Et voilà, la réponse, c'est de faire, premièrement, l'examen choix, l'examen voilà, de première intention devant une suspicion d'embolie pulmonaire avec forte probabilité clinique, c'est de faire un angioscanner thoracique. Alors, le problème, c'est que l'angioscanner thoracique, il faut déplacer le patient, et si un patient est instable, on ne peut pas le faire. Il faut à ce moment faire, quel est le deuxième examen? C'est l'écho-doppler veineux des membres inférieurs. Ça permet donc de confirmer le diagnostic lorsque vous avez une forte probabilité clinique avec un patient qui est instable et vous avez une écho-doppler des membres inférieurs qui est positive. Ça confirme le diagnostic d'embolie pulmonaire. Sinon, le troisième examen, c'est la scintigraphie pulmonaire de ventilation-perfusion. Et cet examen est généralement indiqué lorsqu'il y a une contre-indication à l'angioscanner thoracique, notamment une insuffisance rénale sévère ou encore on va dire une allergie avérée aux produits de contraste iodé.
Voilà les amis, troisième question. Citez les classes thérapeutiques que vous prescrivez pour le traitement d'une embolie pulmonaire sans signe de gravité. Donc, la réponse, c'est en première intention, on prescrit des anticoagulants oraux directs, notamment de l'apixaban à la dose de 10 mg 2 fois par jour pendant 7 jours, puis 5 mg 2 fois par jour pour le reste du traitement. Deuxième médicament, le rivaroxaban, 15 mg 2 fois par jour pour 21 jours, puis 20 mg par jour pour le reste du traitement. En deuxième intention, devant une embolie pulmonaire sans signe de gravité, on peut prescrire de l'héparine à bas poids moléculaire associée à un antivitamine K en relais au bout de 5 jours de combinaison. Donc, prescription concomitante entre enoxaparine à la dose de 100 unités par kilogramme toutes les 12 heures, injectable, associée à de la varfarine 5 mg par jour. Et donc, on adaptera les doses de la varfarine en fonction de l'INR. L'objectif étant donc d'arrêter l'héparine lorsque nous avons deux INR qui sont à 24 heures d'intervalle, comprises entre 2 et 3. Très important. Objectif INR compris entre 2 et 3. Et que vous avez deux INR qui sont dans l'intervalle thérapeutique, on arrête l'enoxaparine, on poursuit avec l'antivitamine K qui est la varfarine ou la coumadine. 5 mg par jour. Voilà. Quatrième question, quelle est la définition du sepsis et du choc septique? Nouvelle recommandation 2016. Alors, par définition, de manière théorique, le sepsis se définit comme une défaillance d'organes qui est secondaire à une réaction inappropriée de l'hôte face à une infection. Et donc, sur le plan pratique, cette défaillance va donc pouvoir être mise en évidence grâce au score du SOFA. Ce score qui donc doit être supérieur ou égal à 2 pour donc pouvoir dire qu'il y a une défaillance d'organes. Alors, ce score va donc explorer d'une part des éléments sur le plan clinique, notamment l'état de conscience avec le score de Glasgow. Dès qu'il est inférieur à 14, ça nous donne donc un point. Vous avez deuxièmement l'état hémodynamique avec la pression artérielle systolique qui est inférieure à 90 mm de mercure. Vous avez sur le plan respiratoire, on peut avoir la fréquence respiratoire qui est supérieure à 22 cycles par minute. Ensuite, il y a des arguments ou des éléments paracliniques. Notamment, on va rechercher une défaillance au niveau rénal. Alors là, on peut donc utiliser soit la créatinémie ou alors la diurèse. Donc, dès qu'on a une oligurie ou oligoanurie, ça permet également de compter dans le score de SOFA. La défaillance hématologique, c'est notamment au niveau de la numération où on va rechercher une thrombopénie et une défaillance hépatique avec le dosage de la bilirubinémie. Voilà, donc lorsque vous avez au moins 2 points sur le score de SOFA, on pose le diagnostic de sepsis. Mais quand est-ce qu'on parle d'un choc septique? Le choc septique se définit lorsque vous avez tous les critères suivants. Tous les critères doivent être présents. Donc, vous avez premièrement un sepsis. Deuxièmement, vous avez une lactatémie qui est supérieure à 2 mmol par litre. Troisièmement, vous avez la nécessité d'utiliser des drogues vasoactives pour pouvoir maintenir une pression artérielle moyenne supérieure à 65 mm de mercure. D'accord? Tous ces éléments doivent être présents pour poser le diagnostic de choc septique. Voilà les amis. Alors, quelle question? Sixième, je crois. Quels sont les critères d'hospitalisation d'une thrombose veineuse profonde? Quels sont les critères d'hospitalisation d'une thrombose veineuse profonde? Premièrement, lorsque la thrombose veineuse profonde est associée à une embolie pulmonaire, hospitalisation. Si vous avez un contexte médico-social défavorable, si vous avez une thrombose qui survient sous anticoagulant ou une suspicion de thrombose induite par l'héparine, hospice.
syndrome obstructif sévère ou encore une thrombose veineuse profonde qui est bilatérale sur les deux jambes, hospitalisation. Ou alors un patient qui a un gros risque hémorragique, notamment qui a une maladie ulcéreuse gastro-duodénale, il a une hémopathie ou qui vient récemment de se faire opérer, il risque donc de saigner, qui a une insuffisance rénale chronique sévère. Donc tous ces patients doivent être hospitalisés, ou alors il y a une comorbidité qui est associée et qui a un risque de se décompenser comme une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire. Voilà. Parfait, suivant. Alors, quels sont les facteurs déclenchants des exacerbations de BPCO? Quels sont les facteurs qui déclenchent les exacerbations de BPCO? Premièrement, les infections, notamment infections virales ou bactériennes, une pollution intérieure ou extérieure, l'arrêt du traitement de fond. Donc, très très important à savoir. Question suivante, les examens complémentaires de première intention devant une anémie microcytaire. Donc vous êtes dans votre cabinet, un patient arrive avec une prise de sang qui met en évidence une anémie microcytaire. Que faites-vous? Dans le bilan paraclinique, on prescrit en première intention une ferritinémie. Normalement, c'est le seul examen à prescrire, mais on peut ajouter une CRP pour rechercher un syndrome inflammatoire, car c'est là les deux premières causes d'anémie microcytaire. Donc, elle peut être carentielle ou inflammatoire. Ensuite, si vous avez une ferritinémie qui est basse, à ce moment, on prescrit un bilan martial avec notamment de la transférine, le coefficient de saturation de la transférine et le dosage du fer sérique. Sinon, ferritinémie et CRP. Avant-dernière question, les amis, quel diagnostic devez-vous évoquer devant une dyspnée aiguë? Devant toute dyspnée, vous avez des causes cardiaques, notamment une insuffisance cardiaque. Au niveau respiratoire ou pulmonaire, vous avez l'embolie pulmonaire, les pneumopathies, la pleurésie, une atélectasie, l'asthme, la BPCO, les bronchites. Et de l'autre côté, vous avez les autres causes de dyspnée. Elles peuvent être laryngées, donc une laryngite, des tumeurs des voies respiratoires, un corps étranger, une acédocétose, une anémie ou une intoxication au morphinique. Quelles sont les indications de la transfusion sanguine, les amis? Première indication, anémie avec signe d'intolérance. Deuxièmement, anémie avec moins de 7 grammes d'hémoglobine, transfusion. Troisième indication, anémie avec un taux d'hémoglobine inférieur à 10 chez les patients qui sont cardiopathes, avec une cardiopathie ischémique ou dans un contexte septique. Et enfin, quel examen biologique prescrivez-vous devant une rétention aiguë d'urine? Il faut prescrire une BU avec un SCBU, un ionogramme sanguin avec une create et une urée pour évaluer la fonction rénale, une numération avec une CRP pour voir si ce n'est pas une prostatite, et un TP et TCA, un petit bilan d'hémostase au cas où on est amené à poser un cathéter suspuvien. Voilà les amis, ces petites flashcards qui permettent la révision de façon assez efficace. J'espère qu'elles vous auraient plu. N'hésitez pas à poser les questions. Merci, au revoir.